Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans Viens, on parle. Moi c'est Solène et je vais vous partager aujourd'hui la suite de l'épisode 9 de mon parcours PMA. Quand je vois vos encouragements, votre bienveillance, vos mots d'amour et surtout celles qui se sont retrouvées à travers mes mots dans ce premier épisode numéro 9, ce premier épisode de mon parcours PMA, je me suis dit que peut-être qu'aujourd'hui je pouvais vous parler de quelque chose dont j'ai très peu parlé finalement et que très peu de gens savent. Et je me dis aujourd'hui que certainement que je peux vous faire confiance et aborder ce sujet parce que je sais que derrière vous allez accueillir mes mots avec bienveillance et que certaines s'y retrouveront, se reconnaîtront, ou en tout cas que ça pourra parler à certaines et leur redonner un petit peu d'espoir pour la suite si elles traversent un moment très difficile. Si vous avez écouté mon précédent épisode, vous savez déjà une chose de moi. Pendant plus de 16 ans, j'ai traversé l'infertilité sans jamais laisser cette attente m'empêcher de vivre. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une partie de mon histoire que je n'ai encore jamais partagée, en tout cas jamais partagée avec beaucoup de monde, parce qu'il y a quelque chose que peu de personnes savent. Ça a commencé en 2011. En 2011, lorsque j'ai commencé mon tout premier traitement de PMA, si je me souviens bien, et de toute façon je m'en souviens très bien, je crois que je n'oublierai jamais ce premier médicament, c'était le Clomid, exactement. Donc c'était un traitement oral. Et lorsque je l'ai commencé, rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé. Alors je parle pas d'efficacité du traitement, je parle de ce que j'ai vécu après ce premier traitement. En fin de compte, ce premier traitement, je ne l'ai pas du tout supporté. J'ai eu de gros effets secondaires et très rapidement, j'ai basculé dans un état d'angoisse et d'anxiété que je n'avais jamais connu auparavant. Puis est arrivé par la suite un mal-être profond puisqu'on sait tous, ou en tout cas si vous ne savez pas, je vous le dis, lorsqu'une anxiété ou une angoisse est présente sur du long terme ou en tout cas sur un moyen terme, vient généralement une dépression par la suite. Alors, c'est pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas eu besoin d'antidépresseurs, ça n'a pas été jusque-là. Malgré tout, j'ai été sous anxiolytique quelques mois. Mais voilà, il faut savoir que lorsque vous sentez que de l'anxiété, j'en profite pour le dire ici, lorsque de l'anxiété perdure, lorsque de l'angoisse perdure, n'hésitez pas à consulter puisque cet état d'anxiété, cet état d'angoisse amène par la suite souvent à un état de dépression. Donc surtout, consultez, faites-vous aider. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc mon mal-être, lui, a duré près d'1 an. Quand je dis 1 an, c'est parce que, je vous le dirai par la suite, dans la suite de cet épisode, mais comme on a tous des traits, je vous l'expliquerai par la suite, mais on a tous des traits, soit des traits maniaques, soit sans être malade, mais nous avons des traits maniaques, des traits obsessionnels, des traits, voilà, de plein de choses. Moi, j'ai des traits obsessionnels, donc forcément, lorsqu'on a une grande imagination comme moi et des traits obsessionnels, ça n'aide pas dans ce genre de situation. Voilà pourquoi ça a duré près d'1 an. Et chaque matin, me réveiller était un supplice, vraiment. J'ouvrais les yeux avec cette boule au ventre que beaucoup connaissent, mais ce qui était le plus difficile, c'était pas seulement l'angoisse, c'était de ne plus me reconnaître. Les pensées qui traversaient mon esprit ne me ressemblaient pas. Je doutais de tout, je doutais de moi, de ce dont j'étais capable, parfois même de la personne que j'étais devenue, et à la fin, je doutais complètement de la personne que j'étais devenue. C'était comme si mon cerveau racontait une histoire qui n'était pas la mienne. Et le plus déstabilisant, c'est que je savais quelque part que c'était pas moi sans réussir à retrouver celle que j'avais toujours été. Et à cette époque, je travaillais déjà en psychiatrie et avec le recul, je crois que ça a rendu les choses encore plus difficiles parce que lorsque l'on accompagne chaque jour des personnes qui souffrent psychiquement, il est presque impossible de ne jamais faire de lien avec ce que l'on est en train de vivre soi-même. Je connaissais les symptômes, je connaissais les maladies, je connaissais les histoires, alors sans même m'en rendre compte, je faisais des projections. En tout cas, très vite, je me suis rendu compte que je faisais des projections, donc très vite, j'ai dû me mettre en arrêt parce que ça ne m'aidait pas du tout. Et j'étais toujours en train de me demander sans cesse, et si c'était le début de quelque chose de plus grave? Et si je ne redevenais jamais comme avant? Et plus j'essayais de me rassurer, plus je doutais. Plus je doutais, plus j'avais l'impression de m'éloigner de moi-même. Et plus tard, mon médecin m'a expliqué que ce que j'avais vécu pouvait aussi s'expliquer par mon fonctionnement et pas seulement par le traitement. Alors bien sûr, c'est le traitement qui m'a rendue fragile et qui a tout déclenché, mais mon fonctionnement a amplifié les choses. On a tous, comme je vous disais, un terrain différent. Certaines personnes ont davantage de traits anxieux, d'autres des traits maniaques, d'autres encore des traits obsessionnels. Et chez moi, il m'a expliqué que il a même pas eu besoin de me l'expliquer, je le savais très bien, que j'avais ce fonctionnement obsessionnel et en plus une très grande imagination et que ça desservait dans ce genre d'épisode de vie. Donc je me suis mise à finalement observer chacune de mes pensées, à les analyser, à chercher à comprendre pourquoi elles étaient là, à vouloir les faire disparaître. Et plus
j'essayais de ne plus y penser et plus elle revenait. Plus je voulais retrouver la femme que j'étais, plus j'avais l'impression de m'en éloigner. Et là d'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse aussi, parce que ça peut certainement en aider certaines, comme ça m'a beaucoup aidé moi. Un jour, on m'a fait comprendre que plus on avait peur de quelque chose, plus on donnait de l'importance à cette peur, et plus cette peur, elle va revenir. C'est comme les crises d'angoisse en fait. Plus vous en avez peur, et plus vous en ferez. Et on m'avait donné un conseil un jour, si une crise d'angoisse venait, par exemple, ou une grande peur, de m'asseoir sur une chaise, de laisser venir cette peur ou cette crise d'angoisse, de la laisser venir, de l'accueillir, et de me dire, écoute, tu sais ce que c'est, tu sais que tu ne vas pas en mourir, tu sais que ça va se terminer à un moment donné, accueille et attends que ça passe. Et je vous promets qu'à partir de ce jour-là, je n'ai jamais refait de crise d'angoisse derrière. Parce que les 2 crises d'angoisse que j'ai fait, c'est parce que, alors la première parce que j'étais mal, la deuxième parce que j'avais peur d'en refaire une. Donc j'avais tellement peur d'en refaire une que est venue une crise d'angoisse derrière. Et quand j'ai compris cette phrase, que je l'ai vraiment intégrée et que j'ai accueilli cette crise d'angoisse qui commençait à venir en me disant « Solène, t'inquiète, tu sais ce que c'est maintenant. Tu sais que ça va passer, que tu meurs pas de ça et que dans quelques minutes, tout sera redevenu comme avant. » Donc, je ne l'ai pas fait cette crise d'angoisse et j'en ai jamais refait d'autres. Et j'en avais jamais fait avant d'ailleurs ce traitement. Donc à toutes celles qui m'écoutent ici, si vous faites des crises d'angoisse, si vous avez des grandes peurs, ne fuyez pas. Au contraire, affrontez-les en toute sérénité, en vous disant ça ne fait pas mourir, il ne va rien se passer et tout va redevenir après au bout de quelques minutes comme avant. Et en tout cas moi c'est ce qui m'a énormément aidé, donc si je peux vous aider en vous apportant ce conseil, alors tant mieux, j'en serais ravie. Donc je reprends le fil de là où j'en étais. Forcément avec ces traits obsessionnels comme je vous disais, je me suis mise à tout observer chez moi, à tout analyser et à vouloir tout faire disparaître justement. Et plus j'essayais de ne plus y penser, plus elle revenait, plus je voulais retrouver la femme que j'étais, plus j'avais l'impression de m'en éloigner. C'était comme si mon cerveau s'était enfermé dans une boucle dont je ne trouvais plus la sortie. Et avec le recul, je crois que je ne souffrais pas seulement de ces pensées, mais je souffrais surtout de la peur de ce qu'elles pouvaient vouloir dire sur moi, parce que j'étais persuadée qu'une pensée pouvait définir la personne que j'étais. Or aujourd'hui, je sais que c'est pas vrai. Une pensée n'est pas une identité. Une pensée passe. Nos valeurs, elles restent. Je crois que c'est une des expériences les plus difficiles que j'ai traversées dans ma vie, parce que lorsque la souffrance est physique, on peut souvent la nommer, mais lorsque c'est notre monde intérieur qui vacille, on a parfois l'impression de disparaître un peu. Et je me souviens de m'être demandé, et si je restais comme ça? Et si je ne retrouvais jamais la femme que j'étais? Quand on se reconnaît plus soi-même, on finit par ne plus faire confiance à son propre regard. Je me demandais constamment si ce que je pensais était vraiment moi, ou si cette angoisse parlait à ma place. C'est une sensation extrêmement difficile à expliquer parce que on est toujours là, mais on a le sentiment de ne plus se retrouver. Et avec le recul, je mesure la chance immense que j'ai eue, parce que je n'ai jamais été seule. Mes proches, ma famille, mes amis, ils ont continué à voir en moi cette femme que moi, je n'arrivais plus à reconnaître. Ils m'ont prêté leur confiance lorsque j'avais perdu la mienne. Ils m'ont rappelé encore et encore que cette période ne me définissait pas, que derrière l'angoisse, derrière les pensées qui me faisaient peur, il y avait toujours la même personne et ils avaient raison. Aujourd'hui encore, j'éprouve une immense gratitude pour mes parents. Je ne les remercierai jamais assez, ils ont été présents à chaque étape. Ils ont accueilli mes peurs, mes larmes, mes doutes sans jamais les minimiser. Ils m'ont écouté, même parfois pendant des heures, les pauvres, à répondre toujours aux mêmes questions encore et encore avec une patience et un amour que j'oublierai franchement jamais. Et puis il y a eu mes amis. Ceux qui sont restés, en tout cas... Je l'ai dit à très peu d'amis. Honnêtement, je crois que j'ai partagé ça avec exactement 3 amies. Et elles sont restées, elles ont accepté de m'entendre répéter les mêmes inquiétudes tout le temps, même si j'imagine que ça devait être hyper chiant pour elles. Et elles ont continué à croire en moi alors que moi, je n'y arrivais plus. Elles me rappelaient chaque jour qui j'étais. Elles me rappelaient cette femme douce que j'étais, cette femme profondément bienveillante, cette femme incapable de faire volontairement du mal à qui que ce soit lorsque moi, je m'en croyais capable. Et elles me parlaient de celle qui riait facilement, de celle qui aimait faire rire les autres, de celle qui aimait profondément la vie. En fait, elles continuaient de voir la Solène que moi je voyais plus. Et je crois qu'elles m'ont portée jusqu'au jour où j'ai été capable de la revoir moi aussi, cette Solène. Et avec le recul, je crois que c'est ça aussi, aimer quelqu'un. Continuer à croire en lui lorsqu'il ne parvient plus à croire en lui-même. Je crois qu'on ne mesure jamais vraiment l'importance de ces personnes qui restent près de nous lorsqu'on traverse une tempête intérieure. On pense souvent qu'elles font rien ou pas grand-chose, qu'elles ne peuvent pas nous guérir et pourtant, leur simple présence devient parfois un véritable point d'ancrage. Elles nous rappellent que nous sommes bien plus que ce que nous ressentons à cet instant de notre vie. Elles gardent précieusement notre identité lorsque nous avons l'impression, nous, de l'avoir perdue et ça, c'est un cadeau inestimable. Et petit à petit, je suis revenue. Pas du jour au lendemain, pas comme par magie, mais doucement. Comme si je retrouvais, morceau après morceau, des parties de moi que je croyais perdues. Je ne saurais même pas vous dire honnêtement à quel moment précis tout a commencé à s'apaiser. Il n'y a pas eu un matin où je me suis réveillée en me disant « Tiens, ça y est, c'est terminé ». C'était presque, franchement, imperceptible. Une journée un peu plus légère,
puis une autre, une pensée qui faisait un peu moins peur, un sourire qui revenait naturellement, l'envie de refaire des projets, l'envie de rire sans culpabiliser, le plaisir de retrouver les personnes que j'aimais, et puis un jour, sans même m'en rendre compte, j'ai compris que je recommençais à me reconnaître. Comme si la vie revenait doucement habiter chacune de mes journées. Je retrouvais mes valeurs, ma façon d'aimer, ma façon de voir le monde, cette joie profonde qui m'avait toujours habité, elle n'avait jamais disparu en fait. Elle avait simplement été recouverte par une immense tempête. Et cette prise de conscience m'a profondément apaisée. Parce que j'ai compris que l'on peut parfois perdre le contact avec soi-même sans jamais se perdre vraiment. Et après cette période, j'ai fait une pause. Pendant près de 2 ans, je n'ai repris aucun protocole de PMA. J'avais besoin de me reconstruire, de reprendre confiance, de retrouver un équilibre. J'avais besoin de me retrouver tout simplement et d'apprendre à ne plus avoir peur de ces traitements. Et pendant cette pause, je me suis pas abandonnée, j'ai pas pensé que je perdais du temps. Je le voyais tout autrement. Je crois que c'est probablement l'une des décisions les plus courageuses que j'ai prises parce qu'elle ne répondait pas à mon désir d'enfant. Elle répondait à un autre besoin beaucoup plus essentiel, celui de prendre soin de moi. Pendant longtemps, j'ai pris soin des autres en tant qu'aide-soignante, puis en tant qu'infirmière, en tant que fille, en tant qu'amie, en tant que femme. Alors j'ai commencé, tout doucement, à apprendre quelque chose que je ne savais pas faire, à m'écouter, à écouter mes limites surtout, à accepter que mon corps avait peut-être besoin de souffler à ce moment-là, à accepter que mon esprit avait besoin de repos. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'affirmer. C'est même certain, parce que je me souviens qu'à l'époque, mon ex-mari me disait « Mais Solène, t'as changé, depuis ça, t'es plus la même. Tu crées des histoires. » Mais en fait, créer des histoires, c'était simplement qu'à partir de ce moment-là, j'ai appris à dire non. Et c'est vrai que les gens n'avaient pas l'habitude que je dise non. Donc, j'ai appris à m'affirmer, à dire non, à comprendre que poser une limite, ça n'était pas renoncer, que c'était parfois et souvent même se respecter. Et lorsque je me suis sentie prête, j'ai recommencé la PMA. Alors à mon rythme, sans pression, comme je vous l'ai déjà expliqué, sans calendrier imposé, sans avoir l'impression que toute ma vie dépendait d'un prochain protocole, toujours avec cette phrase qui m'accompagnait déjà, un enfant oui mais pas à tout prix. Et cette fois j'ai réalisé donc une FIV, puis 2, avant ça j'ai refait des inséminations, et contrairement à ce que j'avais vécu au début, les traitements se sont très bien passés. Je n'ai pratiquement pas ressenti, je n'ai même pas ressenti d'effets secondaires d'ailleurs, à part le traitement des FIV, pas celui des inséminations, mais le traitement des FIV me faisait gonfler et dès le surlendemain que j'ai arrêté les injections, hop, je redégonflais. À part ça, j'ai ressenti aucun effet secondaire, comme quoi un même parcours peut être complètement différent d'une étape à l'autre. Je trouve que c'est important de le dire parce que l'on cherche souvent en parcours PMA, on cherche des témoignages, on lit souvent des histoires et on lit souvent les plus difficiles, celles qui marquent, celles qui font peur, mais il existe aussi des femmes pour qui certains traitements se passent bien et les deux réalités existent. L'une n'efface pas l'autre. Et aujourd'hui, lorsque je regarde cette période, je pourrais choisir de ne voir que la douleur. Et pourtant, j'y arrive pas. Bien sûr que si j'avais pu éviter cette année-là, je l'aurais fait. Parce que clairement, pendant un bon bout de temps, elle m'a détruite. Et je ne souhaite à personne de se réveiller chaque matin avec l'impression de ne plus savoir qui elle est. Je ne souhaite à personne de douter de lui au point de ne plus reconnaître ses propres pensées. Mais je ne peux pas dire que je regrette ce que j'ai vécu. Parce que cette épreuve, elle m'a obligée à grandir. Elle m'a appris que je pouvais être fragile sans être faible. Elle m'a appris que demander de l'aide n'était pas un échec. Elle m'a appris qu'on pouvait être entouré et accepter de se laisser porter. Elle m'a appris à m'affirmer, à dire non, à me choisir parfois avant les autres. Et pendant longtemps, cette phrase m'aurait semblé presque égoïste. Et aujourd'hui, je crois exactement l'inverse. Parce que l'on ne peut pas toujours s'oublier sans finir par s'épuiser. Prendre soin de soi, c'est pas une preuve d'égoïsme, c'est une preuve de responsabilité. J'ai aussi appris que l'on ne contrôle pas tout. Et c'est probablement là l'une des leçons les plus difficiles de ma vie. Moi qui ai toujours aimé tout comprendre, tout anticiper. Depuis petite, j'ai toujours demandé pourquoi, j'ai toujours tout voulu comprendre, trouver des solutions à tout. Et j'ai découvert qu'il existait des situations où la seule chose qu'on pouvait faire, c'était simplement d'avancer un jour après l'autre, sans savoir, sans certitude, avec simplement l'espoir que demain serait un peu plus doux qu'aujourd'hui. Et puis avec le temps, j'ai compris quelque chose qui a profondément changé ma manière de regarder cette période. Je ne suis pas devenue une autre femme, je suis devenue davantage moi-même. Cette épreuve n'a pas créé une nouvelle Solène, elle a enlevé petit à petit tout ce qui m'empêchait d'être pleinement celle que j'étais déjà. Et aujourd'hui, je m'affirme davantage, je dis plus facilement ce que je pense, je n'ai plus peur de décevoir lorsque je respecte mes limites, je choisis davantage ce qui est juste pour moi. Alors non, je ne remercierai jamais cette souffrance, je ne remercierai jamais les angoisses, je ne remercierai jamais cette année si difficile, mais je peux remercier la femme que je suis devenue en la traversant. Et ça, c'est très différent. Et aujourd'hui, lorsque je repense à cette période, j'ai souvent envie de retourner voir la femme que j'étais, cette jeune femme de 2011 qui se réveillait chaque matin avec cette boule au ventre, qui avait peur de ses propres pensées, peur d'elle-même, qui ne se reconnaissait plus. J'aimerais m'asseoir à côté d'elle et lui prendre la main et lui dire doucement « Tu ne le sais pas encore, mais tu vas t'en sortir. Tu vas retrouver le sommeil, tu vas
de nouveaux rires, tu vas retrouver l'envie de refaire des projets, tu vas retrouver cette joie de vivre qui t'a toujours habité, tu vas continuer à aimer profondément la vie Solène. Et un jour, tu raconteras cette histoire non plus avec de la peur, non plus avec des larmes, mais avec de la paix. Et à cette époque, j'étais persuadée que j'étais devenue quelqu'un d'autre. J'avais l'impression que cette femme joyeuse, spontanée, profondément heureuse avait disparu. Aujourd'hui, je sais que c'était pas vrai. Elle n'avait pas disparu, elle était simplement cachée, recouverte par la peur, par les angoisses, par les doutes qu'avait créé ce traitement et que ces traits obsessionnels avaient amplifié, aggravé, on va dire. Et c'était un peu comme, finalement, comme un paysage qu'on voit plus lorsqu'il est enveloppé de brouillard. Le paysage, en réalité, il n'a pas disparu, il est toujours là, il attend simplement que le brouillard se lève. Moi, c'était pareil. Et je crois que nous sommes nombreux à vivre cela un jour dans notre vie, à travers une PMA, un burn-out, une dépression, un deuil, une maladie ou une séparation, ou simplement une période où tout semble vaciller. On croit alors qu'on a changé, on est devenu quelqu'un qu'on ne reconnaît plus. En réalité, on traverse peut-être simplement une tempête. Et aujourd'hui, si je pouvais laisser un seul message à toutes les personnes qui écoutent cet épisode, ce serait celui-ci. Ne laissez jamais une période difficile définir qui vous êtes. Parce qu'une période de souffrance n'est pas une identité. Une pensée n'est pas une identité. Une émotion n'est pas une identité. Même lorsqu'elles prennent toute la place, même lorsqu'elles semblent ne jamais vouloir partir, au fond de vous, la personne que vous êtes continue d'exister. Même si vous ne la voyez plus, même si vous n'y croyez plus. Et aujourd'hui, si vous traversez cette tempête, j'aimerais vous demander une chose. Ne restez pas seul. Parlez. Acceptez de demander de l'aide. Acceptez de vous laisser porter. Parce qu'il y a parfois des moments où on a besoin que ceux qui nous aiment gardent précieusement notre lumière le temps que nous soyons capables, nous, de la retrouver. Et mes parents l'ont fait pour moi, mes amis l'ont fait pour moi. Ils ont continué à voir en moi cette femme que je ne voyais plus et je leur en serai reconnaissante toute ma vie, sincèrement. Et je crois que c'est l'une des plus belles preuves d'amour que l'on puisse offrir à quelqu'un, c'est de continuer à croire en lui lorsqu'il n'y arrive plus lui-même. Et aujourd'hui, lorsque je regarde mon parcours, je ne vois plus seulement les traitements, je ne vois plus seulement les angoisses, je ne vois plus seulement les années d'attente, mais je vois toutes ces mains qui m'ont aidé à me relever, je vois tous les regards qui m'ont rappelé qui j'étais, je vois toutes ces personnes qui ont refusé de me laisser seule face à mes peurs et je mesure la chance immense que j'ai eue. Et si vous écoutez ces mots aujourd'hui, j'aimerais que vous reteniez une seule chose, vous n'êtes pas ce que vous traversez, vous n'êtes pas les pensées les plus sombres, vous n'êtes pas vos peurs, vous n'êtes pas cette période difficile et vous êtes infiniment plus vaste que ça. Et même si aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir perdu le contact avec vous-même, ça ne signifie pas que vous êtes perdu. Parfois, on ne retrouve pas la personne que l'on était, on découvre simplement une personne plus consciente, plus libre, plus ancrée, plus vraie. Et si un jour cette tempête devient elle aussi un souvenir, j'espère que vous regarderez cette version de vous avec autant de tendresse que moi aujourd'hui, parce qu'elle faisait simplement de son mieux, cette personne à l'époque, avec les ressources qu'elle avait, avec les peurs qu'elle portait, et malgré tout, elle a continué d'avancer. Et c'est peut-être ça finalement le courage, ce n'est pas de ne jamais avoir peur, ce n'est pas d'être fort tout le temps, le courage c'est... Je pense en tout cas de continuer à faire un pas puis un autre, même lorsque l'on ne voit pas encore la fin du chemin. Et si aujourd'hui je peux vous raconter cette histoire, ce n'est pas parce que j'ai tout compris, c'est pas parce que je ne doute plus jamais, c'est simplement parce que je sais désormais une chose avec une certitude profonde, on peut parfois perdre le contact avec soi-même sans jamais se perdre vraiment. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire et surtout prenez soin de vous avec autant de douceur que vous en donneriez à la personne que vous aimez le plus au monde parce que vous le méritez vous aussi cette douceur. Et j'ai envie de vous dire peut-être à vous, si vous n'avez pas cette chance d'avoir cet entourage que j'ai eu, d'avoir cette bienveillance autour de moi, cette famille, ces amis, malgré tout vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à parler à un professionnel de la santé. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je ne sais pas là où vous en êtes aujourd'hui et on se retrouve très bientôt.